Merci Valérie. Alors, pour commencer, voilà, vous allez pouvoir sortir vos téléphones ou éventuellement vos ordinateurs si vous préférez et justement pouvoir flasher le code ou rentrer l'adresse avec le code WooClap pour pouvoir vous connecter. Si jamais vous avez l'impression qu'au niveau du Wi-Fi, ça tire un peu et que votre 4G marche bien dans l'amphi, n'hésitez pas à passer par la 4G en termes de connexion. Donc, je vous laisse quelques instants quand même pour avoir le temps de tous le flasher. Et après, normalement, si besoin, le code reste affiché. Simplement, donc, quand vous sélectionnerez une réponse, pensez à valider vos réponses. Et au fur et à mesure, des fois, il peut y avoir besoin d'actualiser votre page, de rafraîchir la page du navigateur pour justement pouvoir passer à la question suivante. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps. Ou est-ce qu'on peut passer en sondage vocal rapide? Est-ce qu'on peut passer à la diapo d'après ou Ah, c'est encore un petit peu mélangé. On va laisser quelques instants. Ah oui, il y en a quelques-uns. On passe à la suivante? Allez, donc du coup, vous êtes médecin généraliste et vous recevez en consultation Monsieur D, 53 ans, qui est un patient que vous connaissez bien. Il est suivi habituellement pour une artériopathie oblitérante des membres inférieurs stentés, une hypertension artérielle bien équilibrée. Son AOMI était post-tabagique. Et donc, il a un traitement de fond par aspirine, ramipril et une atorvastatine, voilà, qu'il tolère bien. Et il vient vous voir ce jour pour son renouvellement de traitement. Toutes ces pathologies chroniques sont équilibrées. Au niveau de leur suivi, tout est à jour. Et alors que voilà, vous vous disiez, bon, c'est bien, la consultation se fait plutôt rapidement. Monsieur D, tout d'un coup, vous dit, mince, docteur, voilà, j'ai failli oublier de vous dire, mais là, vous le savez, à cette période de l'année, j'aide ma compagne. Donc, Monsieur D, en fait, était un ancien cadre qui est désormais sans emploi et qui aide sa compagne régulièrement, qui, elle, travaille sur des brocantes. Et donc, chaque année, à la même période, il l'aide à installer sa brocante. Et là, il vous dit, vous savez, là, c'est l'une des plus grosses brocantes, donc je suis allée l'aider et... j'ai dû un peu forcer cette année parce que là, depuis mon épaule, là, ça va pas du tout, ça me fait mal à gauche. Et notamment, là, pour enfiler mon pull le matin, quand je porte un truc un peu lourd, j'y arrive plus trop. Donc, j'aimerais bien qu'on voit ça ensemble. Nous allons donc examiner cette épaule. Avant tout, on vérifie un petit peu. Et en fait, votre examen, vous ne retrouvez pas de raideur. Pour commencer, que ce soit la mobilisation active ou passive. Fait différents tests au niveau de l'épaule et le test de Yokoum, la manœuvre de l'arc douloureux font mal. Le test de Job est douloureux mais tenu. Puis il y a une douleur comme ça au test de Gerbert. Vous faites d'autres manœuvres, donc une rotation latérale contre résistance et un palm-up test qui là sont pas douloureux. Et du côté droit, vous retrouvez pas d'éléments particuliers. Donc à ce stade, première question qu'on va vous poser, avec ces différentes données d'examen clinique, je peux poser le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Qu'en pensez-vous? En tout cas, on voit le petit chiffre qui s'affiche en bas et on vous remercie d'être aussi nombreux pour cette plénière autour des tendinopathies de l'épaule. On va lancer voir un petit peu les premières tendances. Donc on voit que c'est pas si homogène que ça. Il y a une majorité de oui, de personnes parmi vous qui pensent que bon, à ce stade, on peut poser ce diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Et puis, il y en a quand même une partie, un petit peu plus, un bon tiers, qui sont soit que non, à ce stade, on ne peut pas, ou alors on ne sait pas. Et donc là, je vais me tourner
vers nos experts, parce que peut-être que l'une des questions, c'est... on a des éléments d'examen clinique de l'épaule, mais effectivement, quand on regarde la recommandation, je n'ai pas fait tous les tests à ce patient. Et donc, est-ce que pour poser le diagnostic de tendinopathie, il faut avoir fait tous ces tests ou est-ce que c'est qu'il manque d'autres choses dans ma prise en charge pour pouvoir poser ce diagnostic de façon certaine? Bonjour. Alors à ce stade, il nous manque quand même deux, trois petites choses. Ce qui change dans les recommandations de 2023 par rapport aux précédentes, qui étaient très anciennes, qui dataient de 2005, c'est la notion de ce qu'on appelle un syndrome subacromial. Là, ce qu'on peut dire, c'est que la douleur étant subacromiale, puisqu'un certain nombre des signes cliniques affirment la localisation sous-acromiale de la douleur. Donc on peut éliminer tout un tas de diagnostics différentiels qui sont listés dans la recommandation. Ensuite, le syndrome sous-acromial réunit à la fois les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, mais aussi les arthropathies acromioclaviculaires, les bursopathies, les tendinopathies du long biceps. Et donc, à ce stade, sans avoir examiné l'acromioclaviculaire, par exemple, c'est difficile encore de pouvoir affirmer le diagnostic de tendinopathie de la coiffe. C'est un examen clinique. Aucun signe, on est revenu là-dessus, Jordan Saunier a fait une revue de la littérature, aucun des signes cliniques qu'on a appris, qu'on continue d'apprendre, Job, etc. Aucun signe en lui-même n'est pathognomonique et c'est juste la multiplication des signes cliniques qui va nous permettre d'affirmer un diagnostic. Donc en l'occurrence, là, c'est difficile à ce stade d'affirmer une tendinopathie de la coiffe. Il faut examiner l'acromioclaviculaire. Je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci, bonjour à tous, merci Alain. Je trouve que ce cas clinique il est intéressant parce qu'il permet de rappeler l'importance de l'examen clinique dans la pathologie de l'épaule. Il y a plusieurs messages clés qu'on a essayé de mettre en exergue dans les recommandations que je vais essayer de vous rappeler. Le premier, c'est qu'une épaule douloureuse, c'est une douleur qui est localisée en regard du moignon de l'épaule. Parfois, les patients arrivent en consultation et vous disent « Docteur, j'ai mal à l'épaule ». Ils vous montrent le trapèze. La douleur du trapèze elle est d'origine cervicale dans 95% des cas. D'accord ? Donc une douleur de la coiffe des rotateurs, c'est une douleur localisée en regard du moignon de l'épaule et qui a tendance à avoir une irradiation descendante vers le coude. Ça, c'est le premier élément et c'est assez important. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est que là, le patient ne s'en plaint pas, mais très souvent, les patients qui ont une pathologie de la coiffe ont mal la nuit. Vous savez, en locomoteur, on différencie toujours les douleurs mécaniques, qui sont des douleurs d'effort, des douleurs inflammatoires, qui sont des douleurs de repos, des douleurs nocturnes. Dans la pathologie de la coiffe, tous les patients ont mal la nuit, et notamment à l'appui sur l'épaule. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un élément qui est discriminant. Alain en a parlé, l'acromioclaviculaire, c'est une articulation qui est sous-estimée, méconnue dans la pathologie de la coiffe. Et lorsque vous examinez une épaule, on vous conseille de toujours palper l'acromioclaviculaire afin de savoir si cette articulation est douloureuse. Alors les patients qui ont une pathologie de coiffe ont toujours mal quand vous leur appuyez sur l'acromioclaviculaire. Il faut leur demander si la douleur est reconnue comme étant leur douleur au quotidien. Il y a beaucoup de patients qui sont pris en charge pour des tendinopathies, qui ont des infiltrations sous-acromiales et qui en fait ont uniquement une arthrose congestive de l'acromioclaviculaire. Et un examen clinique bien conduit et rigoureux aurait permis de porter le diagnostic assez rapidement. Ensuite, effectivement, les manœuvres cliniques ne sont pas pathognomoniques. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs manœuvres cliniques. Il y a les manœuvres dites de conflit sous-acromial, qui permettent uniquement de répondre à la question « Est-ce que la douleur que présente mon patient est une douleur en rapport avec sa coiffe des rotateurs ?» Si les manœuvres de conflit provoquent la douleur, alors vous pouvez répondre que oui, la douleur
vient de la coiffe des rotateurs. Et ensuite, vous avez le testing tendineux, donc la manœuvre de Job, le palm-up, la rotation latérale contre résistance, on y reviendra. Aucune de ces manœuvres n'est pathognomonique. D'accord ? Il n'y a aucun de ces tests qui permet, en cas de douleur ou de déficit, d'affirmer de façon certaine qu'il y a une tendinopathie ou une rupture de la coiffe. Donc c'est vraiment un faisceau d'arguments qui va permettre de poser le diagnostic de syndrome douloureux sous-acromial. Et on le verra après, de toute façon, au début de la prise en charge, que le patient ait une rupture partielle, transfixiante ou une tendinopathie non rompue, ça ne change pas grand-chose. Frédéric, si tu veux ajouter quelque chose. Non, alors c'était une partie surtout médicale, mais c'est vrai que le bilan, le diagnostic, il est très important. Il est fait également, il faut le savoir, par les kinés. Et c'est vrai qu'il est quand même, le diagnostic, il est quand même à 90% clinique. Donc il faut bien connaître les tests et à quoi ils servent. Et à ce stade de la pathologie, je dirais même que le diagnostic, il est exclusivement clinique. Donc vous aurez bien compris qu'il y a deux types de signes. Les signes qui vont chercher à affirmer le caractère sous-acromial de la douleur, et ensuite des signes qui vont être des signes plus spécifiques de tendinopathie de la coiffe, et à l'intérieur de la tendinopathie de la coiffe de tel ou tel tendon, et sont listés dans les recommandations un certain nombre de signes dont je vous ai dit tout à l'heure, je vous le redis, que seule la répétition et l'addition a une valeur sémiologique. Donc un certain nombre de signes, dont certains sont des signes qui sont destinés à réveiller la douleur, en particulier contre résistance, et un certain nombre de signes qui sont destinés à objectiver une rupture, qu'elle soit partielle ou transfixiante, de la coiffe. Voilà, et tous ces signes sont listés. On ne va pas faire un catalogue à la Prévert. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, on complète donc l'examen de Monsieur D en vérifiant qu'il n'y ait pas d'atteinte de l'articulation acromio-claviculaire, ce qui n'est pas le cas. Et donc, voilà, Monsieur D, il s'agit vraisemblablement d'une tendinopathie des muscles de l'épaule, sans signe de gravité ou de complications. Du coup, Monsieur D vous dit, bah, ok, donc, docteur, je dois aller à la radio. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous avez pas mal de propositions. Les réponses montent. Et on va pouvoir commencer à afficher les réponses. Alors, là encore, on voit que vos réponses se panachent. Il y a une tendance majoritaire qui ressort, avec une grande majorité qui considère que non, à ce stade, le diagnostic est clinique et qu'on répond à Monsieur D qu'il ne va pas à la radio. Mais parmi vous, quand même, il y en a un certain nombre qui aimeraient prescrire des examens d'imagerie, radio, échographie, seul ou combiné. Et du coup, je me tourne vers nos experts. Donc, chez Monsieur D, qu'en est-il exactement ? Alors bon, oui, vous avez répondu à 65%, le diagnostic est clinique. Bon, rien de plus à ajouter. Ce qu'a montré la revue de la littérature, c'est que nombre de tendinopathies de la coiffe guérissent spontanément, strictement sans rien faire. Et donc, les recommandations ont acté que pendant 4 à 6 semaines d'évolution, il fallait strictement rien faire. Alors, on a le droit de calmer la douleur de nos patients quand même, donc ça, antalgique. Mais sur le plan du diagnostic, à partir du moment où on a, petit 1, la certitude qu'il s'agit d'une douleur sous-acromiale et que, petit 2, cette douleur est due à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, eh bien, on attend, et dans 50% des cas, je vous le redis, au bout de 4-6 semaines, les
le patient est guéri. Donc, oui, ligne 6, pas de radio, diagnostic clinique. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Donc, on explique à Monsieur D qu'à ce stade, sa douleur est récente et qu'il n'est donc pas nécessaire, au vu de l'examen clinique, de prescrire d'un quelconque examen d'imagerie. Monsieur D vous dit, bon, bah ok, pas de souci. Par contre, j'ai un copain qui a eu la même chose et lui, il a fait de la kiné. Quand on en a discuté, il m'a dit qu'il avait fait de la kiné. Vous pensez que ça vaut le coup d'en faire, docteur? Que répondez-vous à Monsieur D? Je me permets de masquer les réponses pour éviter l'effet parfois de... Même si là c'est anonyme, donc il n'y a pas forcément de leader d'opinion, mais ça vous permet de répondre comme ça vraiment ce que vous auriez envie de répondre, sans influence. Donc, juste pour les personnes qui seraient arrivées en cours de route et qui ne connaissent pas l'outil WooClap, donc vous avez l'adresse là-haut sur votre téléphone, vous pouvez vous connecter sur wooclap.com et en entrant le code CNGE23, vous avez accès à l'événement et vous pouvez participer au sondage en ligne. Et là... On est presque à une égalité parfaite entre les deux options. Et du coup, à ce stade, moi, je me permets peut-être de me retourner vers Frédéric en premier. Bah, Frédéric, qu'en est-il? Est-ce que je vous adresse Monsieur D ou pas? Alors, j'ai du travail pour... Comme l'a dit Alain, il n'y a pas d'urgence, surtout sur ce patient. Ça vaut quand même toujours le coup de faire une prescription au cas où, parce que peut-être que vous êtes... au courant qu'avoir un rendez-vous chez le kiné maintenant, il faut 3, 4, 5, 6 semaines de délai. Autant peut-être faire l'ordonnance tout de suite. Le patient, sans urgence, prend rendez-vous et s'il y a une guérison spontanée avec un peu d'antalgique et avec du repos, qui arrive, je crois, dans plus de 50% des cas, bah, autant annuler le rendez-vous. Moi, à mon avis, c'est la bonne logique parce que si, au bout de 6 semaines, le patient revient chez le médecin généraliste, qu'il a encore plus mal, et que là, le médecin prescrit les séances de kiné, le temps que le patient trouve un rendez-vous, il va perdre encore 3 à 4 semaines supplémentaires. Donc, c'est oui et non la réponse, en fait. C'est réponse de Normand. Tout à l'heure, il y avait un laïus sur la basse Normandie. Ben, je vous fais une réponse de Normand, sans alcool, hein, par contre. Donc si je résume, je tiens compte des délais un petit peu de rendez-vous sur mon secteur. Si je sais qu'il y a des délais un petit peu longs, je peux anticiper la prescription tout en expliquant à Monsieur D de ne pas s'inquiéter s'il n'a pas de rendez-vous avant 1 mois, puisque finalement, selon les recommandations, puis les données de la littérature appuient que ça n'aura pas d'impact négatif sur le pronostic de sa pathologie. Et est-ce qu'éventuellement, en attendant, on peut quand même lui faire des recommandations? Moi, j'avais souvenir, on disait quand même souvent à la fac, sur les pathologies musculo-squelettiques, le mouvement, c'est quand même important, c'est thérapeutique. Alors, est-ce qu'il y a des conseils à donner peut-être à Monsieur D en termes de mouvement? Oui, bien sûr, il y en a énormément. Mais après, voilà, j'ai la chance d'avoir la parole face à beaucoup de médecins généralistes. C'est vrai que dans un premier temps, il faut peut-être donner des conseils essentiellement d'étirement, quand même, dans un premier temps, auprès des patients, des choses toutes bêtes, 2-3 petits mouvements, surtout des mouvements axiaux comme ça, vers le haut, sans faire craquer les doigts comme moi, mais voilà. Parce qu'on sait qu'une épaule souple, parfaitement souple, parce que tout à l'heure, on parlait de la raideur. Alors c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui ont à ce stade, comme ce monsieur, des tendinopathies classiques, il n'y a pas de raideur, dit-on. Il n'y a pas de raideur globale de l'épaule, ni passive ni active, c'est vrai. Par contre, quand on est un peu plus spécialiste, quand on regarde un peu plus les articulations une par une, il y a quand même des petits déficits, d'accord ? Et on sait qu'il faut beaucoup s'étirer, donc dans l'axe,
Hein, c'est la fameuse... c'est Charles Neer, hein, qui avait déjà œuvré pour cet étirement axial au-dessus de la tête, au zénith. C'est important. Par exemple, le mouvement de la sieste également, bien étiré. Une gymnastique pluricotidienne, déjà, ça va bien améliorer le patient et des fois, ça pourra améliorer également les douleurs et éviter qu'il passe la radio et éviter qu'il aille chez le kiné. Merci beaucoup. Donc voilà, quelques conseils simples comme ça qui peuvent favoriser un petit peu de l'auto-soin chez Monsieur D et peut-être aussi améliorer, simplifier son parcours de soins quant à sa tendinopathie de l'épaule. Et du coup, à ce stade-là, finalement, Monsieur D repart avec un diagnostic clinique, pas de prescription d'imagerie, des conseils en mouvement, éventuellement une prescription anticipée pour de la kinésithérapie. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre à ce stade-là ? Et donc là-dessus, c'est une question sur laquelle vous pouvez apporter plusieurs réponses si vous le souhaitez. Il y a des questions à réponse unique, il y en a sur lesquelles vous pouvez cocher plusieurs options. Alors, on voit qu'il y a l'ensemble des propositions a quand même de nombreux votes. Et je me tourne vers nos experts. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous pensez de la prise en charge proposée par notre panel? Écoutez, elle paraît pertinente. Alors effectivement, le traitement est surtout symptomatique. En fait, on peut mettre en parallèle la prise en charge des tendinopathies à celle qu'on propose dans les lombalgies aiguës. Donc l'évolution va se faire naturellement vers la guérison en 4 à 6 semaines chez la majorité des patients. Et pendant ce délai, l'objectif, c'est de soulager les patients. Donc effectivement, l'antalgie par paracétamol, c'est important. Alors il faut savoir que d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune étude qui a évalué un antalgique, que ce soit un palier 1 ou un palier 2, dans la pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs. Les AINS ont été évalués. Il y a le diclofénac et le naproxène qui ont été évalués. Les deux ont montré un effet antalgique suspensif, c'est-à-dire qu'à l'arrêt, la douleur récidivait, mais néanmoins, la douleur diminue de moitié sous AINS. Donc, on peut les conseiller en l'absence de contre-indication, bien évidemment. Je rejoins Frédéric sur les mouvements à conseiller aux patients et surtout les mouvements qu'il faut lui conseiller de ne pas réaliser. Il y a 3 types de mouvements qu'il faut éviter de faire. Alors effectivement, le port de charge lourde, en précisant le port de charge lourde avec le coude décollé du tronc. D'accord ? Ça va être le port de charge lourde avec l'épaule en abduction. Ça, c'est un mouvement vraiment qui est assez sollicitant pour la coiffe des rotateurs et qui donc peut aggraver la tendinopathie de notre patient. Les gestes répétitifs également, essentiellement les gestes répétitifs avec le bras au-dessus du plan de l'omoplate, à plus de 90 degrés d'antéflexion. Et effectivement, en cas de persistance des symptômes, 6 semaines après le début de la symptomatologie, il faut reconsulter. Donc toutes les réponses sont justes. Merci beaucoup. Et un petit point de vigilance avec les anti-inflammatoires chez ce patient qui est sous aspirine et IEC. Donc, comme ça a été dit, on vérifie les contre-indications et puis tout ce qui est interaction médicamenteuse fait partie du panel de contre-indications potentielles ou en tout cas de précautions d'emploi. Merci beaucoup. Donc, on laisse repartir Monsieur D. Et finalement, Monsieur D ne revient que 4 mois plus tard pour son renouvellement de traitement chronique. Et il est très content puisque finalement, comme vous lui aviez prédit, son épaule s'est très rapidement améliorée et ne l'a plus gêné depuis. Voilà pour Monsieur D. Bravo à vous.
Mais ça ne s'arrête pas là. On reçoit maintenant Madame C, 48 ans. Et disons que c'est plutôt réaliste sur certains secteurs, en fonction des endroits où on exerce et du profil populationnel et des métiers exercés. C'est pas rare qu'on puisse avoir parfois dans la même journée 2, 3, 4 patients atteints de problématiques d'épaules douloureuses et donc majoritairement, comme ça a été rappelé par Valérie tout à l'heure, souvent des tendinopathies dégénératives de la coiffe des rotateurs. On reçoit donc Madame C, 48 ans, c'est la première fois qu'on la voit et en fait elle a fait un malaise d'allure vagale sur son travail et voilà, du coup comme c'est la première fois qu'on la voit, on complète un petit peu son dossier médical. Elle a ramené un petit peu les éléments de son dossier parce qu'elle aimerait en profiter pour débuter son suivi avec vous. Donc on est, voilà, c'est un mois de février et elle travaille comme aide-soignante dans un SIAD, donc service de soins infirmiers à domicile, depuis 10 ans. Elle a comme antécédents principaux une lombalgie commune, une épicondylite à gauche non fissuraire, une notion de tendinopathie calcifiante de l'épaule et elle est fumeuse active. Elle vous rapporte au passage que depuis une dizaine de jours, son épaule droite la gêne quand même. C'est supportable, mais c'est là, ça augmente. Et elle se rappelle avoir eu des douleurs similaires il y a quelques années quand même, qui avaient régressé spontanément. Et à l'examen, vous retrouvez des signes de syndrome douloureux sous-acromial. Vous testez les différents muscles de la coiffe des rotateurs, puisque désormais, l'examen clinique n'a plus de secret pour vous. Et vous retrouvez un testing positif, douloureux pour plusieurs muscles de la coiffe des rotateurs. Ces amplitudes articulaires, par contre, semblent plutôt préservées, notamment à la mobilisation passive. Vous ne retrouvez pas de raideur, mais parce qu'à la mobilisation active, c'est un petit peu douloureux, notamment pour l'abduction. À ce stade, quel est le diagnostic le plus probable ? Je laisse quelques secondes de plus, le temps que les... Donc, comme le laissait entendre les chuchotements perceptibles dans la salle, ça débat. Et donc, le diagnostic pose question. Donc, je me permets de me tourner à nouveau vers nos experts. Alain, Jordan, qu'est-ce qu'on peut répondre à notre panel ? Alors, peut-être un mot sur la poussée d'omarthrose au départ. L'omarthrose, en tout cas les cas d'omarthrose qu'on voit en médecine générale, c'est souvent, en dehors de gens qui ont eu des antécédents traumatiques de l'épaule extrêmement graves avec des fractures de l'humérus ou de l'omoplate, c'est souvent une pathologie du vieillard. Donc Madame D, elle a 48 ans, je crois. Donc ça paraît assez peu probable. Après, en fait, j'avais pas vu ça quand on a analysé les cas cliniques avec Racha, mais moi je serais tenté de répondre 1 ou 2. La crise de résorption sur tendinite calcifiante, ça c'est le cas typique, ce sont les épaules hyperalgiques. Et là, Madame D, elle a de plus en plus mal, mais sans plus. Enfin, vous avez probablement toutes et tous vu dans vos cabinets des gens qui arrivent, ils sont presque comme les traumatisés du monde supérieur, ils tiennent leur épaule, c'est vraiment hyperalgique. Ça correspond à une résorption des calcifications. Et donc, oui, pour la réponse numéro 1. Comme elle est demi-algique, on peut aussi tout à fait s'imaginer une poussée de tendinobursite dégénérative de la coiffe de rotateur. Et donc, moi, j'aime bien les réponses 1 et 2. Oui, alors effectivement, par rapport à un petit focus sur les omarthroses, donc il y a deux types d'omarthroses. Il y a les omarthroses secondaires à des ruptures de coiffe, qui sont l'évolution
ultime terminale d'une rupture massive de la coiffe des rotateurs. Et vous avez l'omarthrose primitive. Cliniquement, une omarthrose primitive, c'est des douleurs toujours du moignon de l'épaule avec une irradiation descendante, des douleurs mécaniques. Et cliniquement, l'examen va être marqué par une raideur articulaire. D'accord ? Une raideur qui débute d'abord par une limitation de la rotation externe, qui classiquement est le premier secteur d'amplitude qui est limité lors des mobilisations passives. Donc là, face à une limitation de la rotation externe, globalement, vous avez 2 diagnostics à évoquer. Soit c'est une omarthrose avec des douleurs mécaniques, soit c'est une capsule rétractile. Le patient vous regarde, il est cerné, il ne dort pas de la nuit, et là, vous avez votre diagnostic. Donc là, le tableau clinique ne colle pas avec la poussée d'omarthrose. Ensuite, effectivement, les crises de résorption calcique, ce sont des tableaux hyperalgiques. C'est des patients qui veulent voir un chirurgien en urgence pour qu'on leur coupe le bras. Mais il y a des formes à minima où la douleur va s'installer plus progressivement et qui pourrait expliquer la douleur de notre patiente. Moi, je serais quand même plutôt tenté de dire poussée de tendinobursite dégénérative chez notre patiente, et ce d'autant qu'elle a été connue comme ayant déjà plusieurs tendinopathies ailleurs, notamment au coude. Donc moi, je répondrais réponse 2, mais je suis d'accord, la réponse 1 est possible et notre cas clinique est finalement assez équivoque. Juste, moi, je voulais revenir sur un autre point clinique. Deuxième coup de fouet. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler, quand on parlait de l'examen clinique qui devait répondre à 2 questions. Est-ce que c'est subacromial? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une tendinopathie de la coiffe? Un des signes cardinaux, l'examen clinique doit tester dans vos cabinets la rotation externe, la rotation latérale. Si vous avez un patient qui est limité en rotation passive latérale, c'est clairement pas une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, comme vous l'a dit Jordan, c'est ou une poussée d'omarthrose, dont je redis que c'est honnêtement assez rare en médecine générale, au risque d'agacer mon voisin de gauche. C'est ou une poussée d'omarthrose, ou la plupart du temps, nous, on a affaire à des capsulites rétractiles. Voilà, c'était un point de l'examen clinique sur lequel j'ai oublié de passer tout à l'heure et qui est vraiment capital dans le diagnostic. Tu voulais dire quelque chose? Par contre, oui, alors pour rebondir, après je répondrai à la question, mais pour rebondir, les gens qui ont des tendinopathies très douloureuses, ils ont la difficulté à mettre la main dans le dos, par contre. Rotation latérale, pas limitée. Par contre, un des signes, c'est par exemple ne pas pouvoir mettre son soutien-gorge pour les femmes, par exemple. Moi, sans presque hésiter, je dirais la réponse numéro 2, parce que je suis passé par la réponse numéro 1 en début d'année. Et je peux vous dire que ça fait très très mal. On va chez un médecin, on n'explique pas sa vie avant. Quand on arrive chez le médecin, quand on a une crise de résorption, on dit tout de suite, là j'ai très très mal à l'épaule, il faut faire quelque chose. C'est très douloureux. J'étais le premier surpris, je suis passé par là, je suis assez content parce que finalement l'épaule c'était pas mon addiction, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais ma passion. Donc voilà, je sais ce qu'est une crise de résorption, c'est extrêmement, extrêmement douloureux. Donc moi, je dirais plutôt la réponse 2. Merci beaucoup. Et donc cette question, c'est l'occasion de rappeler l'importance de la démarche clinique et ça rappelle l'une des caractéristiques majeures de notre exercice en tant que médecin généraliste, qui est celui de travailler en situation d'incertitude et avec réellement une importance d'avoir un interrogatoire qui est poussé, qui permet de bien définir les circonstances de la douleur, son mode d'apparition, son intensité, son retentissement. Et avec finalement des diagnostics qui peuvent être plusieurs diagnostics probables, mais où on va en prioriser un, et donc a priori des réponses des experts. Ce que je retiens, c'est qu'en priorité, c'est plutôt l'hypothèse numéro 2 ici, tout en gardant en tête que possiblement on peut être sur une forme atypique de la crise de résorption, mais justement, comme elle est atypique, on est moins prioritaire. Et du coup, dans ce contexte-là, on a décidé qu'on allait s'engager quand même sur l'hypothèse numéro 2. Et pour le moment, ne pas prescrire d'imagerie et prescrire des antalgiques de palier 1, paracétamol, anti-inflammatoire à la patiente et des conseils vis-à-vis des gestes à éviter, notamment dans son cadre professionnel, puisqu'on rappelle qu'elle est aide-soignante et qu'elle a du coup pas mal de gestes pour soulever, aider des patients, mobiliser des personnes et qui peuvent être à risque. Et finalement, elle reconsulte 2 semaines après ce premier rendez-vous, parce que là, par contre, la douleur, elle s'est vraiment aggravée.
et c'est pas soulagé par son traitement médicamenteux, ça empêche la bonne conduite de ses activités professionnelles. Donc, au total, ça va faire à peu près entre 3 et 4 semaines qu'elle est douloureuse au niveau de cette épaule. À ce stade, quelles sont les prescriptions qui vous paraissent intéressantes? Et donc là, normalement, c'est pareil, sauf si j'ai fait une erreur en paramétrant mon questionnaire, vous pouvez envoyer plusieurs réponses. Allez, on va commencer à afficher les réponses, mais vous pouvez continuer à envoyer vos réponses, hein, même quand c'est affiché. Alors, du coup, on voit des propositions, quasi-totalité de l'amphi qui proposerait quand même un arrêt de travail à cette patiente. Une très large majorité aussi qui propose des séances de kinésithérapie. Pour la 6, désolée, je n'ai pas précisé effectivement que l'anti-inflammatoire prescrit était de l'ibuprofène. Et donc, il y en a une partie qui proposerait de changer de molécule, toujours dans la même classe thérapeutique. L'imagerie, à ce stade, apparaît comme prescription. Mais alors, voilà, radio, écho, est-ce qu'on fait une seule, les deux et d'autres propositions qui sont plus minoritaires. Et je laisse de ce pas la parole à nos experts sur les différents points soulevés. Alors, à ce stade, là, on est à 4 semaines. Ce sur quoi les recommandations ont tablé, c'était infiltration plus kinésithérapie à partir du moment où on était devant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Et prescription de radiographie de l'épaule sans échographie. Ce cas clinique est un peu différent pour plusieurs raisons. D'abord, on est devant une épaule hyperalgique, c'est très évocateur de tendinite calcifiante en voie de résorption. Deuxièmement, on est devant probablement, ou en tout cas on a une forte suspicion de pathologie professionnelle. Et là se pose le problème de l'échographie. Si vous avez lu les recommandations, vous avez vu que ce qui était nouveau par rapport aux recommandations de 2005, c'est qu'on ne parle pas du tout d'écho. C'est-à-dire que si notre patient ne va pas bien à 4-6 semaines, on fait des radios, on l'infiltre et on l'envoie chez le kiné. Sans faire ce qui se fait, vous le savez bien, très fréquemment actuellement, sans faire d'échographie, parce qu'on considère, et toute la littérature nous a permis de considérer, qu'il n'y avait pas d'apport particulier de l'échographie de l'épaule. Dans ce cadre-là, c'est un petit peu plus compliqué, puisque la reconnaissance en maladie professionnelle exclut les calcifications de la coiffe. C'est-à-dire que si notre patient a une calcification de la coiffe des rotateurs, la patiente en question ne va pas être reconnue en tant que maladie professionnelle. Et le problème de l'échographie, mais là je vais laisser plutôt la parole à Jordan, vous avez très fréquemment eu dans vos comptes rendus d'échographie des réponses type microcalcification, alors ou de l'anthèse ou du corps du tendon, qui peuvent être, si c'est lu comme tel par un médecin du travail, extrêmement délétères pour le patient parce que ça va exclure la reconnaissance en maladie professionnelle, alors même que les calcifications qu'on a vues à l'écho, qui sont intitulées microcalcifications, ne sont pas des calcifications. C'est juste un aspect échographique d'une tendinopathie de la coiffe. Jordan, je te laisse plutôt
Merci Alain. Oui, effectivement, alors ça a été un sujet quand même de longue discussion lors de nos réunions. Pour les radiographies, il faut savoir ce qu'on en attend. Là, la radiographie, elle ne va pas nous permettre de confirmer notre diagnostic. Notre diagnostic, il a été fait, il est clinique. La radiographie, elle a pour objectif d'éliminer les diagnostics différentiels. Donc effectivement, les calcifications, on va en reparler, et éventuellement un processus tumoral. D'accord ? De plus, avant d'envisager une infiltration, légalement, on doit avoir une radiographie. Ça n'apporte pas souvent, c'est pas très contributif, néanmoins, la loi est ainsi faite. Concernant l'échographie, il faut comprendre plusieurs choses. La première chose, c'est que la pathologie de la coiffe est... Comment vous dire ? En échographie, il y a très souvent des lésions qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire que le tendon va vieillir, il va y avoir un aspect de tendinopathie échographique, mais qui ne va pas avoir de retentissement clinique. Pareil pour les ruptures. La fréquence des ruptures transfixiantes de la coiffe augmente avec l'âge et touche à peu près 30 à 40% des sujets de plus de 75 ans. D'accord ? Donc, si ce compte-rendu n'est pas corrélé à une symptomatologie de pathologie de coiffe, ça n'a aucune valeur. Ensuite, par rapport à la problématique professionnelle et la problématique des calcifications, il faut bien comprendre que la calcification de coiffe, c'est une calcification qui est macroscopique et qu'on diagnostique sur des radiographies. D'accord ? Cliniquement, le patient va présenter un syndrome douloureux sous-acromial qui va mimer une tendinopathie de la coiffe. Et lorsqu'on va faire des radiographies, on va mettre en évidence cette calcification. Donc c'est un caillou dans le tendon. C'est une pathologie qui est très fréquente, 7% de la population. Et il faut différencier ces calcifications radiographiques, qui sont les calcifications de coiffe, des microcalcifications mises en évidence en échographie, qui sont uniquement le témoin d'une tendinopathie chronique de la coiffe. C'est un signe échographique de tendinopathie, mais en aucun cas, c'est le même processus pathologique qu'une macrocalcification qui est excluante du tableau des maladies professionnelles. Donc en gros, le message, ce serait pas d'échographie de l'épaule à ce stade, et pourquoi pas une IRM. C'est-à-dire que si vous voulez installer votre patiente dans un parcours de reconnaissance de maladie professionnelle, à la limite, il faudrait lui prescrire une IRM de l'épaule. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui, je l'espère, clarifient pour vous les prescriptions. Et donc, Madame C repart avec une prescription d'arrêt de travail, des séances de kinésithérapie, une radiographie de l'épaule. Et comme à l'époque, je n'avais pas encore lu les recommandations qui n'étaient pas encore sorties, j'avais prescrit une échographie à faire avec la radiographie. Donc on reviendra dessus tout à l'heure. Et donc elle revient vous voir un mois après ce second rendez-vous avec des résultats d'examen. Elle est toujours douloureuse et elle revient vous revoir. Et voilà, donc vous avez cette radio qui retrouve un aspect remanié de la facette supérieure du trochiter, pas de pincement acromio-huméral, pas de signe d'omarthrose, pas d'arthrose acromio-claviculaire. On parle d'acromion de type 2 sans excès de recouvrement latéral et petite calcification adjacente au trochiter. Donc justement, là, vous avez eu déjà peut-être des éléments de réponse, mais en lisant dans le compte-rendu qu'il y a des calcifications, est-ce que cela vous permet d'affirmer que le diagnostic est celui d'une crise de résorption sur tendinite calcifiante de l'épaule ? C'est vrai que c'est un point sur lequel on va réinsister. Comme vous l'a dit Jordan, c'est effectivement des signes qu'on retrouve fréquemment à l'imagerie et ça nous paraissait important que pour vous puissiez refaire les liens entre les lésions significatives sur le plan clinique ou non et ce qu'elles peuvent signifier pour le parcours des patients. On a une large majorité d'entre vous qui pensent que justement ces calcifications ne permettent pas d'affirmer que c'est une crise de résorption sur tendinite calcifiante de l'épaule et que ce sont deux choses qui sont distinctes. Donc Jordan, je ne sais pas si vous voulez... Ah oui, on va commenter. Alors, on se disait que le cas clinique était quand même vraiment difficile et sujet à discussion. Donc ouais, je vous parlais des calcifications. Donc globalement, on va faire un petit focus sur les calcifications. Pathologie très fréquente, 7% de la population, plutôt des femmes, bilatérales dans 50% des cas. Et à la radiographie, vous avez vraiment
un bout de craie, un caillou dans le tendon qui est généralement très bien limité, ce qu'on appelle les calcifications de type A. Parfois, elles sont polylobées, ce qu'on appelle les calcifications de type B. On ne sait pas pourquoi elles apparaissent, ces calcifications. Alors très souvent, les patients nous demandent si c'est un excès de fromage, s'il faut arrêter les produits riches en calcium. Non, il n'y a aucune corrélation avec l'alimentation. C'est probablement une métaplasie tendineuse. Néanmoins, la physiopathe n'est quand même pas bien claire. Voilà, toujours est-il que c'est quelque chose qui est très fréquent. Et l'histoire naturelle de ces calcifications, c'est qu'elles vont apparaître, elles vont grossir, puis elles vont se stabiliser en taille. Parfois, elles vont être complètement asymptomatiques et parfois, elles vont être responsables d'un tableau de syndrome douloureux sous-acromial. Et avec le temps, elles vont se fragmenter, soit partiellement, lors de plusieurs épisodes, soit lors d'un épisode unique où la calcification va se fragmenter complètement, ce qui va provoquer une crise de résorption hyperalgique. Et là, c'est le tableau caractéristique des pôles hyperalgiques avec un patient qui arrive en attitude détraumatisée du membre supérieur. La résorption de la calcification peut être incomplète. Et lorsqu'elle est incomplète, le magma calcique va se répandre à l'intérieur du tendon. Et lorsque vous allez contrôler votre radiographie, vous allez avoir cet aspect-là, avec une calcification dite de type C, qui est vraiment une calcification très hétérogène et dispersée dans le corps du tendon. Ça, c'est souvent douloureux. C'est souvent très embêtant parce que médicalement, on n'a quand même pas grand-chose à proposer autre que des infiltrations, enfin autre qu'un traitement médical. En tout cas, les chirurgiens n'opèrent pas ce type de calcification parce que techniquement, on ne peut pas. C'est comme si vous aviez de la poussière dispersée dans le corps tendineux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc effectivement, là, on a une calcification de type C qui peut être l'évolution d'une crise de résorption calcique. Voilà, ce qui fait que là, par exemple, si tu veux remettre sur la diapositive suivante, Rachel, on a typiquement l'attitude clinique, c'est-à-dire c'était un diagnostic clinique, la patiente n'allait pas bien, il se trouve qu'à la radio, on visualise une calcification qui vient renforcer notre diagnostic, on va donc l'infiltrer et l'envoyer chez nos collègues kinésithérapeutes. Juste un petit mot sur, parce que les recommandations ont insisté là-dessus aussi, si tu veux montrer la diapo précédente sur la radio. Voilà, c'est-à-dire que c'est très fréquent ça que sur nos comptes rendus, on ait la classification de la forme de l'acromion. Vous savez, c'est la classification de Bigliani, nos collègues radiologues nous classifient Bigliani 1, 2, enfin bon, peu importe. Cette classification, si je vous en parle, c'est qu'on ne doit plus en parler. Donc, si vous avez ce type de détails sur un compte-rendu, passez au-delà, ça n'a strictement plus aucun intérêt. Les radiologues qui faisaient partie de notre groupe de travail ont largement insisté sur la nécessité de ne plus parler de classification de Bigliani. Merci pour cette précision qui devrait simplifier la lecture et l'interprétation des comptes rendus. Mais moins les rapports avec nos collègues radiologues. Et justement, donc Alain, tu disais, Madame C, on va lui proposer une infiltration assez rapidement, et puis la kiné, et on l'avait prescrit, cette kiné en anticipé, et la patiente, elle vous dit, docteur, moi je ne l'ai pas commencé ma kiné, à la fois c'est difficile de trouver un rendez-vous, puis de toute façon, j'ai tellement mal, en fait, j'ai même pas essayé de prendre un rendez-vous, j'ai trop peur d'avoir mal pendant les séances et après. Alors, qu'est-ce qu'on répond à cette patiente? Et là, c'est finalement, comme vous avez pu le voir avec mon petit lapsus de passage de diapo, c'est pas tant à vous que j'adresse la question, mais je me tourne vers Frédéric. Et donc, Frédéric, qu'est-ce que je peux répondre à cette patiente? Donc, il n'y a pas de boucle alors sur celle-ci? Non. Non. J'espère que le public ne m'en voudra pas de présumer que, comme moi, ils ont trouvé que c'était une question difficile. Alors, la première partie du raisonnement de la patiente, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est peut-être bien de prescrire des séances de kiné lors de la première consultation, sachant qu'il y a ces 3-4 semaines de laps de temps. Mais bon, si ce n'est pas le cas, oui, je peux pas solutionner le fait que ça soit actuellement difficile de prendre rendez-vous chez un kiné. La deuxième partie de la question, alors elle me surprend toujours un petit peu parce que moi je considère que de toute façon il ne faut jamais avoir mal chez un kiné, ça c'est vrai, mais c'est quand même ambivalent parce que
plus on a mal, moins le patient a envie de bouger. Donc là, on est face à une sorte de kinésiophobie qui peut ensuite découler sur un déconditionnement de l'épaule. Et le déconditionnement de l'épaule, on sait que ça va créer également un déséquilibre musculaire qui va complètement amplifier le syndrome subacromial. Et là, voilà, c'est le cercle vicieux qui a démarré. Donc il faut... C'est pas si évident que ça de dire non, le patient n'aura jamais mal chez un kiné. Il y a peut-être certaines fois où, c'est pas du plaisir, hein, mais le patient aura en effet un petit peu mal, mais parce qu'il faut recréer le mouvement. Il faut enlever vraiment cette kinésiophobie. Il faut vraiment enlever ce déconditionnement de l'épaule, qui sont les deux ennemis vraiment jurés pour la douleur de l'épaule. Et si on peut renforcer juste un peu le message, si on fait une infiltration sans faire de la kinésithérapie fonctionnelle de l'épaule, c'est-à-dire sans reprogrammer l'épaule, on peut être quasi certain de voir revenir les patients au bout de quelques semaines. L'effet antalgique de l'infiltration va petit à petit diminuer. Comme on n'a pas bossé sur la cause, qui est quand même souvent une déprogrammation de l'épaule, on n'aura pas résolu grand-chose. Donc s'il y a un message, c'est vous infiltrez vos patients et les patients sont pris en charge par un kinésithérapeute, parce que c'est probablement le point le plus important de la prise en charge à ce stade de l'évolution de la tendinopathie de la coiffe. Et puis en plus, il ne faut pas avoir peur de l'infiltration. Moi, je travaille dans un centre où on a par exemple beaucoup de capsules rétractiles qui sont en échec de traitement de ville. On est énormément aidé par une infiltration. On peut beaucoup mieux travailler, et c'est vrai qu'il faut un petit peu désacraliser cette infiltration qui fait encore peur. Merci pour ces éléments. Et donc, ça me permet à la fois de revenir sur l'élément de VUCLAP des prescriptions précédentes. On voyait que l'infiltration est effectivement proposée par une minorité de personnes, alors que finalement, on voit que c'est un traitement qui peut être accessible et très utile dans ces cas de figure. Et puis, on peut rassurer la patiente par rapport à ses inquiétudes sur la douleur. Donc la patiente semble rassurée sur ce point, mais elle aimerait quand même discuter d'autres choses avec vous. Est-ce que ça peut être lié à son travail? Voilà, docteur, j'ai plein de collègues comme ça qui ont mal à l'épaule. Est-ce que vous pensez que ça peut venir du travail? Il y a une large majorité de réponses qui sont plutôt en faveur de l'origine professionnelle. Donc, je pense qu'on aura un avis d'expert qui viendra appuyer ce constat. Je ne sais pas si vous souhaitez... Je ne sais pas s'il y a des réactions sur ce... À part un oui. Oui, ce qui est intéressant là, avec cette patiente, c'est que... on sait depuis longtemps que les gestes répétitifs, les mouvements avec les bras en l'air répétés peuvent être à l'origine de ce type de pathologie. Ce que, en tout cas, moi, je ne savais pas, c'est qu'un peu comme la lombalgie, la revue de la littérature qu'a fait Jordan montre que, comme pour les lombalgiques, il y a des facteurs de vie professionnelle, en particulier l'insatisfaction professionnelle, qui peuvent être à l'origine, enfin en tout cas rentrer dans la genèse de ce type de pathologie. Donc oui, ça peut être lié à mon travail, que ce soit à la fois mécaniquement, parce qu'il y a des gestes répétés, mais aussi tout le décorum professionnel. Un décorum professionnel délétère peut rentrer aussi en ligne de compte dans la genèse de cette pathologie. Oui, tout à fait, c'est un message clé. Avant, on parlait beaucoup de conflits sous-acromial mécaniques pour expliquer tendinopathie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a vraiment une dimension multifactorielle dans l'apparition d'une tendinopathie. Donc, vous avez des facteurs intrinsèques.
Les tabagiques font plus de tendinopathie, les diabétiques font plus de tendinopathie, les personnes en surpoids ou obèses font plus de tendinopathie. Et vous avez des facteurs extrinsèques, psychosociaux, notamment au travail, qui vont intervenir dans l'apparition et la chronicisation d'une tendinopathie. Donc l'insatisfaction au travail, comme pour les lombalgies chroniques, est un facteur primordial à prendre en considération et à prendre en charge. Merci pour ces éléments de réponse supplémentaires et qui permettent justement d'avoir une approche beaucoup plus globale des personnes atteintes de ces tendinopathies de l'épaule. Alors je vous propose de garder justement les questions comme ça pour la fin. On va revenir de toute façon un petit peu sur la question des calcifications. Et si jamais d'ici la fin des cas cliniques, vous n'avez pas de réponse sur ces calcifications, je vous propose de reposer votre question. Et donc justement, on va pouvoir le réaborder un petit peu, puisque justement, comme je vous l'avais dit, à l'époque, voilà, j'avais prescrit une échographie à cette patiente et elle l'avait faite faire voilà, en même temps que sa radio. Et donc là, on a une tendinopathie fissuraire non transfixiante sur le versant bursal du supraépineux droit, sur fond de tendinopathie calcifiante accompagnée d'une bursite sous-acromiale. Déjà, que pensez-vous de cette prescription? Est-ce que c'était bien, à la lumière des nouvelles recommandations, est-ce que c'était bien l'examen qu'il fallait faire? Ou est-ce que j'aurais dû faire un autre examen, une IRM d'emblée par exemple? Là, de nouveau, j'entends des bruissements et chuchotements dans l'amphi. Ça vous fait réagir. Mais il y a quand même un consensus plutôt fort sur le fait que l'IRM aurait été plus adaptée d'emblée. Et je crois que c'est ce que Alain, tu disais tout à l'heure, hein, qu'effectivement, dans ce cadre de suspicion de maladie professionnelle et dans le cadre d'une approche globale, il y a une différence entre les tableaux de maladies professionnelles et les recommandations qui ont été faites. Donc, je ne sais pas si tu veux apporter des éléments supplémentaires sur ce point. Non, c'est vrai que c'est un peu paradoxal de parler d'IRM alors que dans le reste de la recommandation, justement, on insiste sur le fait qu'il ne faut pas faire d'IRM ou alors vraiment à un stade d'évolution beaucoup plus tardif. Voilà, mais notre collègue médecin du travail qui était dans le groupe de travail des recos a vraiment largement insisté là-dessus. Si vous souhaitez vous inscrire dans une démarche de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il faut absolument que vous ayez une IRM. Là, encore une fois, comme vous l'a rappelé tout à l'heure Jordan, ça peut presque être délétère pour la patiente de lui prescrire une échographie. Donc c'est radio à ce stade, et si vous voulez vous engager dans une démarche de maladie professionnelle, c'est IRM. Et donc justement, Jordan, peut-être en lien avec la question qui a été posée, ce compte-rendu d'échographie qui est effectivement bien enquiquinant quand on le lit. Oui, effectivement. Donc, ouais, c'est vraiment important de retenir la fréquence des lésions asymptomatiques dans la pathologie de la coiffe et notamment des fissures tendineuses qui ne fait qu'augmenter avec l'âge. Il faut comprendre qu'il y ait une fissure, qu'elle soit transfixiante ou non, si elle est dégénérative, il n'y a pas d'urgence à intervenir, il n'y a pas d'urgence si on va opérer, il n'y a pas d'urgence pour opérer ces patients. Donc finalement, le fait de savoir qu'il y a une fissure ou pas, ça ne va pas changer la prise en charge. La seule chose que ça va changer, c'est que le patient, ou la patiente en l'occurrence, connaissant cette fissure, va être persuadé que si on ne répare pas sa fissure, elle n'ira jamais mieux. Comme pour la lombalgie, les lombalgiques chez qui on met en évidence des protrusions discales, des discopathies, des hernies, tout ce que vous voulez, et qui ont montré leur effet délétère et leur effet d'allongement de la durée de cicatrisation. Pour la pathologie de la coiffe, c'est exactement la même chose. Donc de mettre en évidence des lésions anatomiques qui n'ont pas forcément de conséquences cliniques n'a pas beaucoup d'intérêt, pas de conséquences sur la prise en charge, a peu d'intérêt si ce n'est celle de rallonger la durée d'évolution et la durée de guérison. Merci pour ces précisions. Ce que nous a dit juste la littérature, parce que c'est un point important, Racha, sur
le fait qu'il y ait ou non une rupture transfixiante, c'est-à-dire complète. Nombre de chirurgiens nous ont dit pendant assez longtemps que l'involution graisseuse du tendon rendait la chirurgie impossible et qu'il fallait, à partir du moment où il y avait une rupture, se dépêcher d'opérer. En fait, le message, c'est que c'est totalement faux, que dans le cas d'une rupture transfixiante sur une pathologie dégénérative, après on parlera du traumatique peut-être, mais là, la recommandation, c'est sur la pathologie non traumatique, donc sur une pathologie dégénérative, l'involution graisseuse qui peut gêner éventuellement une réparation chirurgicale arrive extrêmement tard. Quand on dit extrêmement tard, c'est 1 an et demi, 2 ans après. Et donc, il n'y a strictement aucune urgence à faire prendre en charge une patiente de ce type par un chirurgien. Deuxièmement, juste sur la teneur du compte-rendu, en fait, avec un compte-rendu comme ça, on pourrait très bien avoir une patiente qui n'est pas du tout algique, en fait, parce que très fréquemment, et vous le savez bien, vous voyez d'énormes calcifications sur des radios. Quand on fait des radios de thorax, on voit des calcifications et les gens n'ont pas mal. Une rupture de la coiffe des rotateurs sur une coiffe dégénérative, à ce stade, ça peut être très bien ne pas être algique. Donc, encore une fois, en dehors de la clinique, ce type de compte-rendu n'a pas beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et qui font aussi l'occasion de rappeler que la prescription raisonnée des examens d'imagerie fait partie de la qualité des soins et que même avec un examen qui est souvent décrit comme rapide, peu coûteux, non invasif, indolore, on peut avoir des effets délétères s'il est prescrit sans réelle indication et que finalement il n'y a peut-être pas d'urgence non plus à décider de prescrire cette imagerie puisqu'on est sur une pathologie où la clinique prime beaucoup. Donc finalement, on revoit Madame C. Après encore un mois de plus. Elle a débuté la kiné. Elle est toujours douloureuse malgré une majoration du traitement antalgique. Elle a une vraie limitation douloureuse sur le plan fonctionnel. Et peu tardivement, on commence à se dire que vraiment, ce serait bien de lui faire réaliser une infiltration, puisque comme ça a déjà été dit par nos experts, c'est vraiment un traitement qu'il est possible et qui devrait être envisagé beaucoup plus précocement. Et donc justement, parmi les propositions suivantes sur son infiltration, là où lesquelles et où sont vraies, qu'en pensez-vous ? Qu'il y a un petit peu plus de délai de réflexion que sur d'autres questions. C'est une question difficile. Mais vous verrez, en fait, ça n'aura plus de secret pour vous à la fin de cette plénière. Vous pouvez continuer à poster des réponses si vous le souhaitez. Ne vous bloquez pas parce qu'on a affiché les réponses. Donc, pas de frustration, mais ça permet à nos experts de commencer à prendre connaissance un petit peu de la répartition de vos réponses. Alors, je ne me souvenais plus des questions, j'avais dévoilé les réponses. Donc, il y a, enfin, qu'elle soit fissuraire ou non, la prise en charge était exactement la même. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de faire d'échographie. On vient d'en parler. L'avis chirurgical, on vient d'en parler aussi. S'agissant de pathologies dégénératives, il n'y a aucune nécessité de prendre un avis chirurgical. Alors, l'infiltration doit être réalisée par une rhumatologue. Bien entendu, la réponse est non, vous vous en doutez bien. Moi, je plaide beaucoup et d'ailleurs, on a mis en place une formation, un séminaire CNGE sur la pratique des infiltrations en médecine générale. Le nombre extrêmement menu de rhumatologues et le nombre énorme de pathologies de la coiffe des rotateurs qu'on rencontre, je pense, nous implique forcément dans la réalisation des infiltrations.
Et justement, réponse numéro 4, la littérature montre qu'il n'y a pas de gain particulier à faire une infiltration éco-guidée versus une infiltration faite avec les repères anatomiques, ce qui fait que l'infiltration de l'épaule dans le cadre d'une pathologie dégénérative de la coiffe peut tout à fait être réalisée dans nos cabinets. C'est un geste extrêmement simple. Enfin, voilà, moi je plaide beaucoup pour que nous réalisions des infiltrations dans nos cabinets de médecine générale. Suivi par une immobilisation stricte, sûrement pas, une épaule ça s'immobilise jamais, en tout cas dans ce cadre-là. Donc non. Et donc en fait, c'est là que je me rends compte que j'ai posé ma question d'une manière vraiment pas très sympa du tout, puisque toutes les réponses étaient fausses. Voilà, désolée. Ah, il y a des vieux réflexes. On a tous eu un deuxième cycle des études médicales et on a pris certains réflexes en rédaction de QCM. Donc finalement, voilà, la patiente a réalisé une infiltration qui soulage partiellement ses douleurs. Une deuxième est programmée. Elle a un dossier de demande de reconnaissance en maladie professionnelle en études et pour l'instant, elle n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et envisage une reconversion. Et donc voilà, à ce stade, voilà les informations pour Madame C. L'idée, c'est de rappeler que c'est des pathologies qui peuvent aussi s'inscrire dans un temps long et ça peut être important de prévenir les patients et les patientes que voilà, si ils sont dans le cas de figure où ça ne se résout pas en 4 à 6 semaines, mais parfois il faut accepter que ça puisse prendre un temps assez long et ne pas se décourager, abandonner la kiné, la mobilisation, etc. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? On espère que oui, parce qu'il y a un troisième et dernier cas clinique. Oui, s'il vous plaît. Et parce que justement, il y aura encore des éléments peut-être complémentaires. Donc, on va aborder, vous verrez, il y a certains points qui ont déjà pu être un petit peu abordés, mais sur lesquels on va revenir différemment. Et donc là, cette fois-ci, vous voyez Madame F, 47 ans, qui consulte pour des douleurs de l'épaule droite apparues depuis 2 mois, après une chute sur le moignon de l'épaule survenue au travail et reconnue en accident de travail. Donc, elle a des douleurs qui la réveillent la nuit, qui sont majorées quand elle réalise certains gestes, et elle a une gêne vraiment quotidienne. Voici ses antécédents. Elle a une hypertension artérielle contrôlée sous amlodipine, un diabète de type 2 sous metformine, une obésité avec un IMC à 33 et un tabagisme actif à 30 paquets années. La patiente exerce la profession de femme de ménage et cliniquement, elle a des douleurs vraiment au niveau du moignon de l'épaule droite qui irradie là, en direction du coude. Elle vous décrit ce trajet-là. Et la palpation du moignon de l'épaule est diffusément douloureuse. Elle a une élévation antérieure passive qui est limitée du côté droit par rapport au côté gauche. Mais les autres amplitudes sont symétriques. Elle a une manœuvre de job qui est très douloureuse et non tenue. Et le reste du testing tendineux est tenu, mais en rotation externe contre résistance, elle a vraiment un testing très douloureux. Quels éléments de l'examen clinique vous paraissent manquants dans cette observation ? Je propose qu'on commence à afficher les premières réponses et vous pouvez continuer à poster en direct s'il y a besoin. Donc, cette palpation de l'articulation acromioclaviculaire, donc, qui est effectivement des éléments importants qui ont été rappelés tout à l'heure. Et du coup, concernant les autres propositions. Ok, merci. Ouais, donc l'examen clinique, on a parlé de la localisation de la douleur. Je reviendrai juste sur le fait que
le patient désigne la partie antérieure de son épaule, la partie moyenne, la partie postérieure, ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas parce qu'il a mal devant que c'est le subscapulaire qui est touché ou l'infraépineux s'il désigne la zone postérieure. Vraiment. Donc il y a vraiment deux articulations et ce sont les deux seules zones à palper lors de l'examen clinique d'une épaule douloureuse. C'est l'acromioclaviculaire, on en a parlé tout à l'heure, et la sternocostoclaviculaire, qui est plus rarement atteinte, mais qui peut être le siège d'une arthrose très fréquemment ou éventuellement de certains rhumatismes inflammatoires, notamment le rhumatisme psoriasique. Mais non, c'est les deux seules zones à palper lors de l'examen clinique. Le fait de palper la coiffe devant, derrière, le patient aura mal et ce ne sera absolument pas discriminant. Donc je vous conseille de ne pas le faire parce que vous allez juste perdre du temps. Il faut examiner le rachis cervical vis-à-vis des diagnostics différentiels, au premier rang desquels la névralgie cervico-brachiale. Température corporelle, j'ai considéré que c'était une réponse fausse. En pratique, je n'aurais pas pris la température de cette patiente parce que, comme je vous disais au début de la plénière, tous les patients qui ont une douleur d'épaule ont des douleurs nocturnes avec une composante un petit peu inflammatoire. Donc je pense que la température corporelle dans ce cas-là n'a pas lieu d'être prise. Pareil pour le testing des épicondyliens, la douleur d'épaule est une douleur du moignon de l'épaule qui très souvent irradie vers le coude et même parfois dans les formes très algiques vers le poignet. Il n'est pas rare que les patients qui aient des capsulites décrivent même des paresthésies qui vont irradier jusqu'au poignet, qui miment une NCB. Moi j'ai parfois des patients adressés pour NCB avec une IRM cervicale, on les examine, il y a une raideur majeure de l'épaule et en fait c'est une capsule rétractile et après une infiltration intra-articulaire, déjà les patients dorment et ils vous remercient. Donc pas d'examen des testings, pas d'examen des épicondyliens ni prise de température. Par contre, les 3 premières réponses étaient justes. Merci beaucoup. Et donc justement, à ce stade, donc on a un examen qui confirme qu'il n'y a pas d'atteinte de l'acromioclaviculaire ou de la sternocostoclaviculaire. Au niveau du rachis cervical, il n'y a rien. À ce stade, quelle prise en charge proposez-vous ? Et qui reste en plus. Le chiffre n'a pas trop baissé depuis tout à l'heure, parce que sinon ça aurait été... Alors, voici vos différentes propositions de réponse. Donc, un traitement, effectivement, elle vient pour une douleur, donc un traitement symptomatique. Et puis, qu'en est-il des autres prescriptions, alors ? Alors, ce cas, on l'a choisi exprès. C'est le dernier, hein, rassurez-vous. Justement parce qu'il sort un peu, voire même beaucoup, du cadre des recommandations dont je vous rappelle qu'elles s'adressent à des épaules non traumatiques. Là, ce qui est important dans ce cas clinique, c'est que Madame D là, a eu un traumatisme de l'épaule et donc tout ce dont on a parlé jusqu'ici perd un peu de son sens et se pose chez cette patiente le problème d'une potentielle réparation tendineuse immédiate. Et je vais laisser la parole à Jordan, parce que si on imagine une réparation tendineuse immédiate, bien entendu que tout ce qu'on vous a dit sur l'absence d'intérêt de l'écho, sur le wait and see des premiers temps, disparaît au profit d'une attitude inverse qui est destinée à s'occuper des pathologies traumatiques de l'épaule. Oui, tout à fait. Donc, il faut comprendre qu'on raisonne complètement différemment face à une suspicion de rupture dégénérative de la coiffe que face à une suspicion de rupture traumatique de la coiffe. Pourquoi ? Parce que l'involution graisseuse, qui est un facteur qui est associé à la symptomatologie des patients et qui est un facteur de mauvais pronostic en cas de réparation chirurgicale de la coiffe, et cette involution graisseuse, elle survient beaucoup plus rapidement dans le cas d'une épaule traumatique, en 6 mois à peu près, que dans le cas d'une épaule dégénérative où elle va se mettre en place en 18 à 24 mois. Donc chez des patients qui ont une rupture traumatique de la coiffe, tout l'enjeu
va être de les diagnostiquer pour ne pas laisser passer le train de la chirurgie, parce qu'une fois que l'involution graisseuse elle est installée, le chirurgien il va essayer de passer 6 fils de suture, au mieux il y arrive, au pire il les passe et la suture lâche très rapidement, et donc c'est un échec chirurgical, et c'est des patients à qui après on n'a pas grand chose à proposer, on ne peut pas leur réparer la coiffe tant si elle est involuée. Donc il y a vraiment cette fenêtre d'opportunité thérapeutique de l'ordre de 6 mois dans le cas d'une épaule, d'une rupture traumatique de la coiffe qu'on doit garder à l'esprit. Et donc là, plutôt pas d'infiltration de corticoïdes dans ce cadre-là? Non, parce que c'est des patients qui, finalement, même s'ils sont soulagés temporairement par l'infiltration, sont quand même à risque de se dégrader dans le temps, et il faudra envisager une prise en charge chirurgicale ultérieurement. Donc l'infiltration va juste repousser l'échéance chirurgicale. Et la kiné, alors, est-ce que ça vaut le coup? La kiné, ça vaut toujours le coup. Oui, bien sûr, parce que là, il y a souvent quand même de la raideur secondaire qui apparaît. Et alors, on est à Lyon, ça tombe bien. L'école lyonnaise, Dr Walsh, en premier lieu, a toujours dit ne jamais opérer une épaule raide. Le patient, sur un cas comme ça, peut avoir mal. On parlait tout à l'heure de kinésiophobie, il peut s'enraidir, et ça, c'est jamais bon. Donc, je ne dis pas à 100% faire de la kiné, mais si jamais vous vous rendez compte que le patient il commence à s'enraidir, à plus utiliser son bras, eh ben oui, bien sûr que là, il faut faire de la kiné, et c'est voire même très important. Et puis, deuxième chose, on n'en a pas encore parlé, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Moi, je sais que je veux beaucoup en ce sens-là, surtout pour l'épaule opérée. Mais je trouve qu'un patient qui sait déjà un petit peu ce qu'il a eu, dédramatiser, expliquer en 2-3 mots la chirurgie, et puis surtout comment mettre une attelle, surtout redire aussi que pendant 45 jours, il aura l'attelle, parce que le chirurgien, des fois, il ne le dit pas, il n'insiste pas assez là-dessus. Voilà, donc je pense qu'on a un rôle également éducateur qui est important. Merci beaucoup. Donc, justement, cette patiente, elle revient avec ses radios et son échographie, dont vous avez le compte-rendu. Et là, on a encore des calcifications, mais de type D, donc cette fois-ci à la radiographie. Il y a un acromion crochu, mais donc ça, on l'a dit, on le rappelle, finalement, faites l'acromion crochu, vous pouvez oublier cette mention. C'est écrit, mais vous n'avez pas besoin d'en tenir compte. Et donc, l'échographie montre une tendinopathie non rompue. On revient finalement au cas de figure que l'on connaissait. Alors, justement, sur ce compte-rendu-là, quelles propositions parmi les suivantes sont justes? Normalement, on n'a pas remis le même piège de vous faire un truc avec que des réponses fausses partout. Voilà, je peux rappeler s'il y en a qui ont besoin, à la radiographie, l'absence de pincement gléno-huméral, la présence d'une calcification de type D du supraépineux, savoir ossification de l'anthèse du supraépineux, un acromion crochu de type droit, et l'échographie met en évidence une tendinopathie non rompue du supraspinatus ou supraépineux avec une bursite réactionnelle. Donc, quelle proposition vous paraît juste ? Donc, il y a une partie importante du panel qui pense à un tableau de capsulite rétractile de l'épaule et une partie qui proposerait de compléter le bilan iconographique par une IRM. Quel est l'avis de nos experts sur ce point ?
Alors, je vais répondre item par item. La calcification justifie un avis chirurgical? Non. Alors, je vous ai parlé des 3 premières calcifications. La type A et B qui sont des noyaux, des bouts, des morceaux de craie dans le tendon. La type C qui est de la poudre de calcium éparpillée dans le tendon. La type D, en fait, c'est l'équivalent de l'épine calcanéenne, ce qu'on appelle vulgairement une épine calcanéenne au talon. Et ben, c'est la même chose au niveau de l'épaule. Donc, c'est ni plus ni moins que le témoin d'une tendinopathie chronique avec une ossification de l'anthèse, donc de l'attache tendineuse sur l'os. Donc ce n'est pas du tout le même processus physiopathologique et en aucun cas ça ne relève d'une prise en charge chirurgicale, c'est une tendinopathie banale, aussi banale soit-elle. Le régime riche en calcium est responsable de cette calcification? Non, on en a parlé tout à l'heure. Pas de risque de crise de résorption calcique? Non, comme je vous disais, ce n'est pas une calcification à proprement parler. Une IRM est indiquée pour rechercher une rupture transfixiante de la coiffe. Là, il y a débat. Il y a débat parce qu'une échographie réalisée par un échographiste entraîné, habitué à la pathologie ostéo-articulaire, sera très fiable. Les performances de l'échographie réalisée par un expert sont équivalentes à celles d'une IRM pour dépister les ruptures de la coiffe. Donc ça dépend de l'expérience, finalement, de la confiance que vous vouez à votre radiologue préféré. Le tableau est évocateur d'une capsulite rétractile de l'épaule. Non, une capsulite rétractile de l'épaule, cliniquement, c'est plutôt simple. C'est des patientes qui arrivent, qui vous disent « je ne dors pas la nuit, j'ai très mal dans le bras ». Ça descend dans le bras, jusqu'au coude, parfois jusqu'au poignet. Vous les allongez, vous examinez les amplitudes en passif et globalement, la rotation externe est nulle ou tout au plus de l'ordre de 10 degrés. Donc vous avez une rotation externe qui est complètement limitée. La rotation, l'élévation antérieure est également limitée. On dépasse rarement les 90 degrés. La rotation interne, donc main dans le dos, on dépasse rarement la fesse ou L5S1. Ah, pardon ? Oui, l'abduction aussi est généralement très limitée. À partir du moment où vous avez une raideur de l'épaule dans 3 secteurs d'amplitude, vous arrêtez votre examen clinique, ça ne sert à rien de faire un testing tendineux, il sera ininterprétable. D'accord ? Donc, raideur de l'épaule, pas de testing tendineux. Ce qu'il faut faire, c'est une radiographie de l'épaule. La radiographie va rechercher une homarthrose, comme je vous le disais tout à l'heure. Face à une raideur d'épaule, il y a 2 diagnostics, soit une homarthrose, soit une capsulite. Si la radiographie est normale, vous avez votre diagnostic, c'est une capsulite. Donc là, l'épaule était plutôt souple, donc non évocatrice, tableau non évocateur de capsulite rétractile. Merci pour toutes ces précisions. Et donc on part du principe que notre radiologue préféré dans le cas présent est un radiologue qui est habitué à rechercher les tendinopathies fissuraires de l'épaule et que donc son compte rendu indiquant une tendinite non fissuraire est tout à fait fiable. Du coup, chez cette patiente, quel traitement est-ce qu'on pourrait lui recommander sur cette tendinopathie persistante de la coiffe des rotateurs de l'épaule? Alors, j'ai l'impression que dans l'ensemble, maintenant, cette prise en charge n'a plus de secret pour vous, ou presque en tout cas, avec effectivement la rééducation fonctionnelle qui va être primordiale chez cette patiente, accompagnée d'une infiltration sous-acromiale, et donc majoritairement pour vous sous repère clinique et non éco-guidé. Petite minorité d'avis chirurgical et l'éviction des gestes pourvoyeurs de douleur. Je ne sais pas si vous voulez apporter un... Oui, juste le seul message, parce que c'est le groupe de travail, en particulier les chirurgiens qui le composaient, ont beaucoup insisté là-dessus. Ce qui se faisait énormément, qui a été d'ailleurs une des motifs de saisine de la HAS par la CNAM, c'est les acromioplasties isolées. Vous savez, c'est des patients à qui le chir propose une arthroscopie, puis qui vient raboter un petit peu l'acromion. C'est le seul geste chirurgical qui est fait. Ça ne doit plus exister. D'abord parce que les résultats sont... d'abord, surtout parce que les résultats sont extrêmement médiocres. En l'occurrence, voilà, s'il y a un message là-dessus sur la chirurgie, plus jamais plutôt d'acromioplastie isolée dans le traitement d'une tendinopathie dégénérative de la coiffe.
Donc vous pouvez dire non au chirurgien qui vous propose ça éventuellement. Moi, je rajouterais aussi, c'est vrai que j'avais insisté pour qu'on donne la réponse, rééducation fonctionnelle. D'accord, quand vous prescrivez la kinésithérapie, ça doit être de la rééducation fonctionnelle. Ça ne doit pas être de la physiothérapie simple. Si le patient vous rapporte au bout de 10 séances, le kiné, il met dans un coin, il me fait que de l'infrarouge, non. Ça, c'est pas du tout sérieux. Et puis, je vous le dis franchement, c'est pas bien pour notre profession de kiné. Donc, il vaut mieux carrément lui conseiller de changer. Hein. Je n'ai pas du tout honte de dire ça. Ça doit être une rééducation fonctionnelle qui est bien précisée pendant les recommandations. C'est-à-dire qu'après un bilan, on doit faire la thérapie manuelle si besoin. On doit faire surtout du recentrage actif, hein, qui a été validé dans la littérature internationale. On doit également faire un rééquilibrage musculaire. On doit faire la proprioception, on doit faire de l'autorééducation, enfin enseigner l'autorééducation, donner des conseils, bien sûr, ça fait partie de notre rôle, mais c'est vraiment de la rééducation fonctionnelle et non pas de la simple physiothérapie avec des fois, avec un coup de chance, un peu de massage 5 minutes, quoi. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, on arrive à la dernière question de notre cas clinique. Elle revient 6 mois plus tard, elle a toujours mal et sa voisine lui a dit que quand même ce serait bien d'aller voir l'orthopédiste pour se faire opérer. Et normalement à ce stade, la réponse n'a plus de secret pour vous. Qu'est-ce qu'on répond à cette patiente ? C'est difficile de résister à l'envie de voir les tendances très 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 vite, mais je vous laisse quelques secondes de plus. Et normalement, voilà, a priori, le message est bien passé. Très bien. Ouais, donc effectivement, c'est la bonne réponse. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a des pays, parce que les études, le placebo arthroscopique, c'est 2018, hein, c'est un Lancet, il y a quand même des pays dans lesquels on autorise un placebo arthroscopique. Il y a des patients qu'on endort, qui ont fait un trou dans l'épaule, on va voir avec une caméra les tendons et on ressort, on ne fait rien. Et donc dans ces études qui sont quand même assez utiles en pratique clinique, et il n'y a aucune différence de retrouver entre l'acromioplastie et le placebo arthroscopique. Donc ces données tordent le cou à l'intérêt d'une acromioplastie isolée dans la tendinopathie non rompue de la coiffe, et c'est un message majeur à retenir de ces recommandations. Un petit mot peut-être sur les ponctions aspiration de la calcification. Globalement, c'est un patient qui a une grosse calcification d'épaule, qui résiste à la rééducation, qui résiste aux infiltrations sous-acromiales. On a 2 options. Soit on propose une chirurgie d'exérèse de la calcification qui marche très bien. Le problème, c'est que les suites opératoires sont quand même assez lourdes. C'est globalement les mêmes suites qu'après une réparation de la quad. Donc on considère qu'il faut 6 mois avant de retrouver une épaule parfaitement fonctionnelle. Soit on peut proposer une ponction aspiration de la calcification. Donc sous échographie, on va piquer dans la calcification, on injecte du sérum physiologique pour la liquéfier, et ensuite on va aspirer ce magma calcique. Ça marche bien. Par contre, si ça ne marche pas, on va avoir ces calcifications de type C dont je vous parlais, donc ce calcium répandu dans le tendon, et là on n'aura plus rien à proposer au patient à part une prise en charge symptomatique. Donc il faut voir ce que le patient est prêt à accepter. Soit il envisage d'emblée une chirurgie qui est un peu plus lourde mais qui est garant d'un résultat probablement meilleur, soit on tente une ponction aspiration qui, lorsque ça se passe bien, eh ben on a tout gagné, mais si ça se passe moins bien, on peut être embêté plusieurs mois avec des douleurs de conflit de syndrome douloureux sous-acromial. Merci beaucoup. Alors on a pris un petit peu de retard, mais je vais relaisser la parole à Valérie. J'espère que ces cas cliniques qui vous permettent de pouvoir mieux situer comment justement mettre en œuvre ces recommandations dans le cadre de notre pratique quotidienne, dans le cadre de l'incertitude et de comment la clinique peut aider à réduire cette incertitude en prenant en compte la complexité des patients dans une approche globale. Et on va réinsister sur les messages clés et prendre 1 à 2 questions et éventuellement, s'il y en a encore après ces cas cliniques.